commencer. Donc, est-ce que vous en êtes où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous avez réussi à aller jusqu'au bout des différentes formations? Est-ce que vous avez réussi à les terminer ou pas? C'est déjà la première question, si vous voulez répondre dans le chat ou ouvrir votre micro. Diane? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors déjà, moi, j'ai rien fait depuis la dernière session parce que j'étais en clôture trimestrielle. C'est pas suffisant comme excuse, mais voilà. Non, c'est une bonne excuse. On connaît les clôtures mensuelles qui font mal et qui prennent du temps. Ouais. Donc là, c'était la triple peine trimestrielle, semestrielle et mensuelle. Donc c'était un peu voilà. Ouais. Je compte me rattraper d'ici la fin de cette semaine parce qu'il le faut. Et du coup, moi, j'ai pas bougé par rapport à la fois dernière. Ok, ça marche. Et d'accord. Bah Mohamed, courage. Je vois Covid-19 positif chez Mohamed. Bon, courage, tiens bon. Tu vas pouvoir. De toute façon, l'idée des e-learning, c'est que vous pouvez récupérer les cours comme vous le souhaitez et les reprendre si vous avez besoin. Donc, Okan aussi, super. Merci Okan pour ta réponse aussi. Et ok, super. Est-ce que du coup, vous avez un commentaire général à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment choqué ou est-ce que vous avez tout bien suivi et que pour vous ça roule et vous arrivez à trouver de la valeur dans ces cours-là? Ou est-ce qu'il y a des trucs où vous vous dites non, ça avait rien à faire là-dedans, j'ai rien appris, quoi. Si c'est vraiment comme ça, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous dire. On peut en discuter. Ouais, c'est Mohamed, je suis pas webcam, nouveau PC. Du coup, moi, pour la partie Excel, honnêtement, j'avais pas une grosse attente parce que j'ai pas l'habitude de bosser avec. Ouais. Donc, moi, je suis un professionnel BI déjà, donc j'ai toujours utilisé depuis une dizaine d'années des outils BI pour faire mon reporting. Donc, pas quelqu'un qui vient du métier, avec Excel, donc du coup, j'avais pas une grosse attente à cette partie. Et t'as appris des choses quand même ou t'as rien appris de spécial? Oui, j'ai appris des choses parce que comme je disais, je n'utilisais pas beaucoup Excel, donc je vois des trucs qui sont assez intéressants que je pourrais servir. Ok. Ça marche. Okan? Bonjour à tous. Moi, de mon côté, on va dire que j'ai pas appris des nouvelles fonctions parce que je connaissais déjà, je maîtrisais déjà pas mal ça au quotidien. Par contre, utiliser toutes ces informations pour faire le dashboard, c'était nouveau pour moi. Et j'ai beaucoup apprécié. Okay. Par contre, à la fin, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai un MacBook Pro 2019, mais ça crachait tout le temps à la fin. Quand il fallait un peu update la base de données avec les deux petites formules. Là, ça a totalement craché. J'ai essayé 3 fois. Et après, j'ai abandonné, mais c'était vraiment à la toute fin. Donc, je pense pas que ça a un réel impact. Et j'ai quand même regardé la vidéo, donc j'ai appris à le faire. Mais on va dire que ça laguait pas mal à la fin. Ouais, c'est normal. Et c'est la limite. Je pense que du coup, ça dépend des ressources de ton PC, mais c'est une des limites. C'était pas fait exprès, mais c'est une bonne illustration des limites d'Excel. Ouais, cette petite formule, on l'a pour vous donner un peu le teasing de la suite, c'est qu'on va la faire en Python, ces deux petites formules qu'on fait dans Excel. Donc, sur l'étape d'après, quand vous ferez la base, il y aura plus ce calcul et normalement, ça fera pas cracher ton PC. Super. Et j'ai un petit commentaire par rapport au début de la formation. Quand on apprend les formules, elles sont toutes en français. Après, moi, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que dans le monde professionnel, en tout cas, moi, mes 2 expériences à la Société Générale et chez EY, Excel est toujours paramétré en anglais. Ouais, t'as raison. Donc, on a eu cette remarque déjà de Priya qui nous a dit ça aussi. On va mettre les passerelles entre les 2 formules en français et en anglais. Super. Ouais. Parce qu'effectivement, je suis assez d'accord avec ça aussi, Anthony. Ça marche. Ok. Ça serait pas mal d'avoir dans les deux. Ouais, c'est clair. On va essayer de faire une fiche récap avec les parallèles de chaque truc, un peu une cheat sheet, comme on appelle ça en anglais, où tu peux retrouver les équivalents de chacune des formules. Et on vous postera ça dans le Slack et on le rajoutera dans les cours. On vous informera de tout ça. Merci du coup pour vos feedbacks. C'est hyper sympa. Et Vous voulez que je vous présente aussi le tableau qu'on va pouvoir ajouter à la formation, celui des données de marché? Ouais, je pense qu'il y a un bon exemple à faire sur les données de marché aussi, parce que là, on a fait les données du Covid, mais on a récupéré aussi de la data sur les données de marché avec... Donc ouais, tu peux présenter, Florent. Tableau de bord sur les données de marché. Où là... Donc, ouais, je peux le présenter juste rapidement. Donc, c'est un peu sur la même manière de travail que celui du Covid.
La base de données, je crois qu'on vous a donné accès. C'est pour essayer de refaire un tableau à peu près du même style. Donc voilà ce que ça peut donner avec les données de marché. Vous allez voir dans le prochain chapitre, c'est assez facile d'accès. On va vous montrer dans les scripts comment aller les chercher. Et donc à partir de ça, donc on peut refaire un autre petit dashboard sur Excel qui est assez sympa, avec des mises en forme là ici, avec des plus et des moins si vous savez les faire, toujours avec les. Et on s'est basé sur l'onglet Financial Data du Financial Times. Donc, on a repris les données qui sont sur le site du Financial Times quand on arrive dessus. C'est des données qui sont mises. Bah, tu peux laisser ton Excel, je pense, si tu veux. Où là, on arrive sur soit c'est global, soit c'est sur Europe, soit c'est sur Americas, soit c'est sur autre. Et en gros, en fonction des différentes sélections, soit tu regardes le global, soit tu regardes Europe, ça te met à jour les valeurs qui sont importantes. Donc ouais, c'est ce market data de Financial Times, où on a les indices, etc. Avec les variations et tout. Donc là, c'est pareil, on a repris la variation en pourcentage, la variation en points, on a mis les principaux indices, les market winners, les market losers, qui sont assez intéressants de suivre au jour le jour, et les différents indices et comment ils performent en pourcent. Donc du coup, ce qu'on voit, les courbes, c'est pas des courbes qui visualisent les indices en valeur absolue. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que pour pouvoir suivre les performances, il faut suivre les variations jour après jour. C'est beaucoup plus intéressant. Sinon, on a des disparités en termes de valeur, où le Dow Jones, il est à 27 000 et le CAC, il est à 4 000. Du coup, ça n'a aucun sens de les comparer tous entre eux. Par contre, de comparer les performances de chacun de ces indices-là, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est un sujet sur lequel on aimerait prendre plus de temps pour faire peut-être des vidéos dans une deuxième mouture de la formation, qui serait un peu plus dense que celle que vous faites aujourd'hui. Mais à partir de janvier, on va vouloir un peu densifier cette partie-là. Et ajouter des nouveaux approfondissements en fait sur des cas comme celui-là. Vas-y. Et justement, Jérémy, si je peux me permettre, est-ce que justement par rapport au sourçage des données, aujourd'hui vous le faites de façon manuelle ou est-ce que vous avez automatisé en partie? Tout était automatisé. Hein. Là, en fait, tu vois l'application World Situation Room qu'on a fait avec toutes les données de marché, etc. C'est les mêmes les mêmes techniques qu'on a utilisées. On va vous apprendre à les faire. Et tout sera automatisé. Et ce genre de tableau de bord, vous pouvez le recevoir dans votre boîte mail tous les matins. C'est ça l'idée. Ouais, mais y compris le sourcing de tes données au quotidien. Oui, y compris le sourcing. Okay. Ouais. En fait, le script Python, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir aller chercher les données dans les différents endroits où il y a de la donnée de marché. Il va venir les récupérer. On va manipuler, et vous allez apprendre à manipuler les jeux de données pour structurer le jeu de données final qui permet d'alimenter ce tableau de bord. Donc, l'onglet BDD, c'est lui qu'on va créer à la fin. Voilà. C'est clair pour vous? Vous avez des questions là-dessus? Non? Ok. Eh ben, Florent, je te propose de passer à la presse. Tu peux la mettre en screen. Ouais. Hop. Et bonjour, Sylvain. Alors, du coup, maintenant qu'on a dit ça, vous avez bien ressaisi ce qu'on va faire avec Python. Et du coup, l'exemple des données de marché, c'était intéressant. Sylvain, si tu veux, il y aura le début du webinaire qui sera enregistré. On a parlé de l'automatisation des tableaux de bord et de l'automatisation de leur sourcing. Donc, récupérer les données, transformer sur Python, envoyer en base de données sur Excel et derrière, créer le tableau de bord. Là, on va parler de Excel et de notre amour ou pas pour Excel, puisque bon, tout le monde l'a, et c'est ça qui est intéressant en fait, je pense, dans le parcours d'apprentissage qu'on essaie de créer, c'est que tout le monde connaît Excel, mais il y a des mais. Et vous avez tous passé, je pense, suffisamment d'heures dans Excel pour le savoir. Il y a des soucis majeurs dans la manière dont Excel est utilisé, et on va les exposer ici, juste pour que vous les ayez bien en tête et que ce soit clair pour vous le pourquoi. Les limites d'Excel nous poussent, en tant que nous, dans la finance et dans la gestion et l'analyse des données, à utiliser d'autres technologies. Et après, on pourra voir comment Excel peut être remplacé par d'autres outils de business intelligence, comme le parlait de Mohamed. Mais ces outils de business intelligence, c'est souvent des outils propriétaires, qui sont du coup
liées à un outil payant. Microsoft est beaucoup plus largement répandu parce qu'ils ont gagné la partie, mais d'autres outils plus propriétaires, c'est aussi des licences, donc des coûts, donc des choses qu'on peut pas forcément aborder dans une formation complètement gratuite. Voilà, donc la deuxième slide, elle est sur Excel et vous. En fait, là, c'est des trucs rigolos que j'ai trouvés sur Internet. En fait, il y a vraiment deux types d'utilisateurs d'Excel. Ceux qui en meurent presque et ceux qui sont des grands fans et qui l'utilisent dans toutes les situations, à la fois personnelles, à la fois professionnelles, etc. Dans le monde de la finance, il y a vraiment les deux. C'est assez rigolo parce que il y a vraiment des gens qui détestent rentrer dans un fichier Excel, même s'ils font de la gestion, parce que justement, ils se sentent pas complètement à l'aise avec toutes les fonctionnalités. Et ces gens-là qui sont pas forcément trop à l'aise avec comment gérer les fichiers, c'est eux qui aussi contribuent au fait que ce soit assez dur de aujourd'hui capitaliser sur Excel quand on est en entreprise. Et c'est ce qu'on va voir dans les limites dans lesquelles je vais parler tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes plutôt pouce en l'air ou pouce en bas? C'est un peu la question. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire. Voilà, on a un pouce au milieu. D'accord, on aurait dû le mettre au milieu. Ça roule. OK. Alors, suite de la presse. Donc, je parlais tout à l'heure des personnes qui, dans Excel, ont un petit peu traîné trop longtemps, entre guillemets, et qui sont un petit peu restés cantonnés à ça et qui veulent tout mettre dans Excel. Donc là, attention. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu les cours sur les visuels, choisir les bons visuels, etc. Mais là, on voit des super belles pratiques. Vous pouvez voir un graphique en bas en 3D sur le côté gauche, qui est vraiment la pire des pratiques. La 3D, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo, mais c'est pour les jeux vidéo. La 3D, c'est surtout pas mettre de 3D dans vos dashboards. Et puis, ces tableaux de bord où à la fois on a en haut des données qui sont dans un tableur et en dessous des graphiques et en dessous un autre tableur avec des couleurs, des rouges et des verts, etc. Ça, vraiment, 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 ne faites pas ça. C'est hyper dur à maintenir, hyper dur à comprendre. Personne ne peut revenir derrière vous. À moins que vous ayez une procédure ou une vidéo détaillée d'1 heure pour pouvoir expliquer comment fonctionne votre fichier, ça ne marchera pas. Et ça causera des problèmes et des frictions dans votre entreprise. Et on les a tous connus. Je pense que, voilà, avec le dernier module, ouais, l'outil est beaucoup plus intéressant quand tu manipules maintenant, effectivement, Alexandre, avec Power Query. Et ça, c'est vraiment ce que Microsoft essaye de bannir aussi. Donc, petit à petit, les personnes qui développent Microsoft, ils vont essayer de faire en sorte de pousser vers une gestion de données structurées dans Excel. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la vie de Excel, elle va vers Power Query, elle va vers Power BI, parce que Power Query, c'est un outil qui permet de manipuler les données plus facilement. Power BI, c'est un outil qui permet de mieux visualiser des données dans un environnement web beaucoup plus attractif et beaucoup plus facile de partager. Donc, Excel est en train de muter pour en fait éviter que des Excel comme ça continuent à traîner dans les PC des différentes personnes qui l'utilisent. Il faut savoir que le graphique en 3D, il n'existe plus. Là, c'est une vieille version. Et qu'en fait, quand vous montez de version sur Excel, vous ne pourrez tout simplement plus faire ces mauvaises pratiques qui existaient avant. Suivant. Alors du coup, oui, les différents retours, on en a parlé. Est-ce que on peut faire un point si certaines personnes qui n'étaient pas là veulent prendre la parole sur des retours, des remarques, des suggestions sur ce qu'ils ont vu? Il y a Jean-Christophe qui est assez actif sur les questions. Il y en a pas, tout le monde n'a posé de questions, mais est-ce que c'est parce que tout roule et c'est OK, ou est-ce que c'est parce que vous êtes timide, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de nous dire en face que c'est pourri? C'est pourri. Non, mais alors les différents éléments qu'a remonté Florence, c'est très intéressant parce que en fait, on n'a pas l'impression, mais en fait, c'est bonne pratique pour l'instant. Je suis un peu en retard, mais sur Excel, c'est les bonnes pratiques que je fais. Après, il y a quand même des très bonnes idées et que je vais mettre en application dès la semaine prochaine sur certains points. Mais non, les cours sont très bien et c'est des bons rappels pour moi. Et je sais que pour d'autres personnes que je peux avoir dans mon équipe ou dans mon pôle, ça pourrait être des façons de structurer ou de leur apprendre un peu comment ça se passe. Exactement, c'est l'esprit. Ils sont très bien faits. C'est l'esprit. OK, parfait.
L'idée, c'est vraiment de comprendre que de la donnée structurée, c'est vraiment la base pour pouvoir faire des choses. Ça, c'est vraiment la réponse. Ouais, et c'est excellent d'avoir ça en tête. C'est aussi l'objectif de ce niveau, c'est que tout le monde comprenne bien que structurer sa donnée, et c'est un sujet parce que la donnée structurée, ça veut dire de la donnée de qualité aussi. Ça veut dire qu'on va passer du temps à comprendre comment elle est structurée, comment elle fonctionne, et on va pas prendre de la donnée de but en blanc sans réellement comprendre ce qui se passe derrière. Et, juste ayez conscience de votre jeunesse et des amis, parce que en tant que représentant, j'ai l'impression des fois de faire Koh-Lanta et d'être le vieux qui a 50 ans. Sachez que je vous ai fait la réflexion sur les slicers, mais j'ai retesté. Moi, je travaille je suis prestat au sein du groupe Casino, où tous les directeurs financiers ils sortent de l'administration des finances et où il y a aussi beaucoup de contrôleurs de gestion qui sortent de banques d'affaires. J'ai fait un petit test. J'étais demandé à 2 personnes, ils ne connaissaient pas les slicers. Ce matin, j'étais en call avec un de mes super consultants que je vais utiliser, etc., qui est renommé dans le marché. Ils ne connaissaient pas les slicers. Donc, vous avez, j'ai entendu, il y a des collègues là qui disent ouais, moi j'ai rien appris sur Excel, etc. Si à sachez que puisque vous voulez lancer une éducation, enfin une école, sachez que en fonction des gens, les compétences sur Excel ou même les versions utilisées dans les entreprises ne sont pas à niveau. Oui, bien sûr, c'est clair. Et quand on découvre les slicers, c'est comme si on découvrait l'électricité, franchement, pour l'avoir vécu il y a 1 an et demi. C'est vraiment ça, donc soyez conscients de ça aussi. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément conscience, mais c'est pour ça qu'on voulait reprendre un peu tous ces tips and tricks qu'on connaît et qu'on utilise pour être sûr qu'au moins tout le monde soit sur les mêmes niveaux de connaissances et qu'on puisse derrière surtout faire la passerelle plus facilement vers la structuration des données. Et le contrôle étoile, moi, dès que je demande à quelqu'un, c'est pas connu. Oui, c'est vrai, le contrôle étoile, c'est vraiment pas utilisé et tous les gens prennent leur clic et scrollent jusqu'en bas en train de trouver de manière pénible ou alors d'aller jusqu'à la 1001e cellule en bas avec la souris. C'est vrai que ça, c'est hyper pratique. Non, mais juste pour rassurer quand même, quand moi, dans mon ancienne entreprise, j'ai demandé à faire une formation Excel. On m'a dit que j'étais trop compétent sur Excel. Parce que il y a un formateur qui m'a appelé, il m'a dit bon, est-ce que vous connaissez ça? On a fait une liste pendant 2 minutes. Il me dit vous savez déjà tout, donc je peux pas. Et donc mais c'est vrai qu'il y a différents niveaux. Et moi, il y a vraiment différents niveaux, donc j'essaie petit à petit de leur apporter, mais on peut pas tout faire d'un coup. Mais quand je dis moi je connaissais, mais c'est parce que je l'ai appris par moi-même ces éléments. Mais si j'avais pris dans mon ancienne boîte, on m'aurait refusé des formations Excel parce que je suis trop compétent entre guillemets sur Excel. La démarche, je trouvais bien. Je vois l'idée, ouais. C'est pour ça que quand tu l'imbriques en fait dans une logique d'automatisation et de data, ça a beaucoup plus de sens en fait de repasser un problème là. Ok, cool. Merci pour vos retours. C'est top. On peut passer à la suite. N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez besoin de parler. On n'est pas beaucoup, c'est fait pour. Donc 6 limites techniques majeures, ça on rentre dans le dur et dans le vif du sujet. Je pense que vous les avez tous vécues, mais vraiment je voudrais que vous puissiez mémoriser ces trucs là pour que demain, si vous devez expliquer à des gens pourquoi Excel c'est bien pour modéliser, pour faire des tableaux de bord en 15 minutes, parce que franchement aucun outil de BI vous permet de faire un tableau de bord en 15 minutes aussi rapidement qu'Excel. Je pense que c'est assez indéniable, c'est hyper rapide avec les pivot tables, avec les tableaux croisés dynamiques. Comme ça, de faire des graphiques à la volée et de pouvoir explorer la donnée beaucoup plus facilement. On peut explorer. Power Query, c'est pas mal aussi, mais Power Query permet de manipuler la donnée beaucoup plus facilement et de faire justement quand on a des colonnes, des janvier, février, mars, avril, mai en colonne, on peut facilement les pivoter pour pouvoir avoir une base à plat et sur cette base à plat, monter un tableau croisé. Donc, il y a des techniques qui sont là, mais là, on va parler juste de Excel en lui-même et pas forcément de Power Query ou de VBA ou de ces. On va même pas parler de VBA parce que VBA, je pense que c'est une techno qui était hyper puissante, mais qui a surtout été réservée à des gens qui étaient techniques et qui voulaient apporter de la technique dans Excel, mais pas l'inverse. Et nous, on parle plutôt du besoin business. Donc, on va plutôt éviter de parler de ça. Mais donc, les limites. Je pense que, à moins que Florent, tu peux prendre la parole sur ces limites-là, et moi, je passe sur les côtés fonctionnels. Ouais. Alors, c'est marrant de dire Power Query, mais on va arriver sur la dernière limite. Ça va donner un peu la réponse à Jean-Christophe
pourquoi pas forcément Power Query? Bon, déjà les limites, elles sont d'une part assez propres à l'outil d'Excel. Même si de la version XLS à XLSX, ils ont augmenté le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ça reste quand même limité. C'est-à-dire qu'on a une base de données de 1 million de lignes. Donc, si vous avez, je sais pas, si vous travaillez dans un secteur de la grande distribution et qu'il vous faut la référence de votre produit, j'imagine qu'en une extraction, on va dépasser assez rapidement cette limite de lignes. Donc, ça nous oblige à faire 2 Excel ou à travailler sur des agrégations sans pouvoir aller creuser à un niveau fin. Donc, c'est vraiment le problème. Mais bon, après, l'outil n'a pas été construit sur ça. Donc, mais bon, faut en avoir conscience. Le nombre de feuilles dans le classeur, donc techniquement, on peut aller jusqu'à 255 voire plus, mais vous le savez tous, plus vous ajoutez des feuilles, plus votre fichier va être lent. Et oui, il y a pas de limite dans Excel en mettant. Ok. Merci Romain. À partir du moment que les données sont chargées non pas dans une feuille Excel, mais plutôt dans le cube de données, c'est le Power Pivot en fait. Ok. Ouais, exact. Okay. Très bien. Je pense que ça serait peut-être intéressant de le faire pour nous peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'on va vous présenter une autre techno, mais je pense que Power Pivot a aussi beaucoup d'avantages dans son utilisation. Donc, pour revenir donc sur notre fichier Excel, donc 255 feuilles, mais on peut en faire plus. Mais comme vous le savez, ça peut impacter votre temps de performance. On a un nombre de caractères par onglet, donc ça après ça peut être pas très gênant, mais si on commence à utiliser une norme pour tout le temps renommer de la même manière, on se retrouve limité à 31 caractères. Quand vous ouvrez des CSV, ça peut aussi donc le nom du CSV prend le nom d'onglet, ça peut aussi venir couper le nom. Donc si vous faites pas attention et que vous dupliquez un CSV, ça va vous poser problème. La gestion des dates, c'est toujours un peu difficile dans Excel parce qu'on a Excel qui réinterprète de base vos dates. Donc je sais pas si pour ceux qui ont fait les cours, vous avez la fonction convertir qui est vraiment très pratique, qui vous permet de redéfinir le sens jour, mois, année. Donc ça, je vous invite à le faire parce que avant de la connaître, personnellement, j'ai mis énormément de temps à chaque fois à repasser un texte, utiliser les formats, changer. Donc j'ai cherché plein de solutions pour ne plus avoir ce problème-là. Et vraiment, le fait de convertir derrière, je peux en faire ce que je veux. Le format est reconnu et ça donne des fonctionnalités supplémentaires, notamment dans les TCD. Mais ça reste une limite assez, on va dire, délicate dans Excel. D'un point de vue technique, Excel, ça va de 1900, du 1er janvier 1900 au 31 décembre 9999. Donc, si vous avez des dates avant 1900, mais j'espère, je sais pas, mais ça va pas fonctionner. Ça, c'est pour l'aspect côté Excel. Il n'y avait pas de data avant 1900, je crois. Ouais, ça dépend. Non, je sais pas. On n'en sait rien, mais oui. Ça peut dépendre du business de chacun. Le point 5, c'est la transformation des données peut être compliquée. Donc, on parle évidemment pas de Power Query ou de Power Pivot pour ceux qui sont les experts. Si on est purement sur des personnes qui sont dans une utilisation quotidienne et pas avancée, transformer des données, transposer des données, passer de la ligne à la colonne, c'est des choses qui vont être assez difficiles à réaliser dans Excel. Et qui peuvent être aussi consommatrices de ressources. Plus vous faites ces transformations, plus vous créez des formules compliquées, plus du coup Excel va forcément atteindre ses limites. Et à la base, c'est un tableur pour faire de l'analyse assez rapide. Et plus on lui ajoute de la complexité, plus on se dit qu'il faudrait peut-être plutôt un outil informatique plus puissant pour garder Excel pour nos analyses à nous et avoir un moteur de calcul à côté qui nous permet d'alléger toute la performance. Et ça amène au dernier point, le point numéro 6 des limites majeures, c'est la rapidité sur votre Excel. Donc, Okan en parlait justement en tout début du webinar. Il a voulu faire la dernière formule pour pouvoir créer les tops avec les max et ainsi. Je l'ai fait aussi devant vous la semaine dernière, ça a fait planter mon PC. Donc voilà, c'est faire porter les calculs dans votre Excel, c'est aussi du coup faire porter toute la performance sur vos ressources de votre PC. Et je sais qu'aussi Adrien en parlait dans le dernier webinar, il avait un PC pour faire tourner ses macros et un PC pour travailler. Donc il avait carrément 2 ordinateurs, lui. Ouais, voilà, il en avait carrément 2 et ça vous pénalise sur votre
travail quotidien. Pour l'avoir vécu en cabinet de conseil et avoir eu un PC pas performant, j'avais à l'époque créé des macros, pareil, que je faisais tourner 2 heures. Donc, j'avais 2 heures de pause obligatoire puisque je pouvais rien faire à côté. Donc, c'était sympa en début de carrière, mais ça me pénalisait et ça m'obligeait parfois à rester un peu plus tard. Donc, c'était pas vraiment, à terme, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Ça fait beaucoup de café. Donc, voilà. Point que je voulais aborder, il y a d'autres points un peu techniques côté Excel, limite de caractère dans une cellule et dans un nombre. On les aborde pas parce que c'est difficile de les atteindre, même si elles sont limitées dans Excel. Mais vraiment, ce que vous devez retenir, les 6 limites techniques majeures, pour moi, elles sont là. Et c'est ce qui fait que on passe au niveau suivant, on passe à la manipulation en Python parce qu'on veut se libérer de ça pour pouvoir utiliser Excel à sa juste valeur et se concentrer sur le moteur de calcul ailleurs que dans Excel. Voilà. Est-ce que quelqu'un a peut-être une remarque, une limite, quelque chose que lui au quotidien voit comme une limite et qu'on n'a pas mentionné? Est-ce que vous voyez autre chose? Après, on verra peut-être après les limites, parce qu'il y a les limites fonctionnelles aussi, peut-être que ça va suggérer plus de... Ouais, c'était par curiosité pour savoir si... N'hésitez pas à écrire dans le chat, du coup, si vous avez... si vous avez des anecdotes sur vos meilleurs moments avec Excel. Vas-y, Sylvain. Non, j'en ai une de cette semaine, j'en ai une d'avant-hier. On est sur un fichier de 100 MO et le fichier, dès qu'on lançait une formule, ça plantait. Ah oui, c'est la volumétrie du fichier. C'est vrai que ça va avec... je ne l'ai pas précisé, mais... C'est la formule limite après. Ouais. Ok. Moi, j'ai des grands moments de solitude sur les graphes quand on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'on a l'habitude de faire ne marche plus. Ou quand on veut dupliquer un graphe, on n'y arrive pas. Ou quand on veut recréer un graphe sur une autre période, on n'arrive pas à faire celui qu'on a fait et on est obligé de le prendre. Enfin, pour moi, l'informatique a toujours été binaire, 0 ou 1. Et je trouve que dans les graphes, c'est pas si binaire que ça. Ouais, après, c'est exactement, c'est vrai, et c'est parce qu'il y a des dépendances. Et en fait, les problématiques de reproductibilité, c'est lié aux dépendances dans 80% des cas. C'est les dépendances de ton fichier avec des autres fichiers, des autres sources. On va en parler du coup dans la slide d'après, je pense. Donc là, moi, je vais vous parler des problèmes plutôt fonctionnels. Les problèmes fonctionnels, c'est faut vraiment comprendre fonctionnel dans le sens usage au jour le jour. Éditer un Excel quand plusieurs utilisateurs travaillent dessus. Donc ça, c'est déjà un premier point clé. C'est que vous l'avez, je pense, connu, les dossiers partagés en entreprise, où on a un Excel sur un dossier partagé, et en fait, tout le monde peut accéder à ce dossier partagé. Mais sauf que quand quelqu'un ouvre son dossier partagé, son Excel dans le dossier partagé, et que l'autre veut l'ouvrir en même temps, alors il y en a un qui doit mettre en read-only et l'autre qui peut continuer à travailler. Et un est obligé de fermer pendant que l'autre est obligé de réouvrir, et ainsi de suite. Ça, c'était le début. C'était pas le début. C'était mes débuts. C'était le répertoire partagé d'entreprise assez classique, le réseau sur lequel on va pouvoir poser les fichiers. Et après est arrivé le cloud. Et le cloud, magnifique histoire. En fait, le cloud, c'était la même chose en fait, mais sauf que c'était dans un serveur accessible depuis le web. Et il y a eu quand même des améliorations, mais si vous voulez, aujourd'hui, les investissements de Excel et de Microsoft dans la suite, dans Excel en tant qu'outil, sont légèrement moindres, et il y a des fonctionnalités qui sont plus là dans Excel 365. Donc, on aurait pu se dire que c'est top, Excel 365, on aura l'intégralité des fonctionnalités, on va retrouver un Excel, mais dans un web, dans un navigateur web. En fait, pas vraiment. Il faut souvent adapter sa manière de travailler quand on travaille dans Excel 365, et c'est pour ça que l'adoption de ce genre de techno, Excel 365, SharePoint, etc., elle n'est pas énorme. C'est parce que les gens qui vraiment adhèrent à toutes les fonctionnalités d'Excel ont l'impression de perdre en qualité, et les gens qui connaissent pas trop, ils se perdent assez rapidement dans les SharePoint, Excel 365. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, et si vous voulez en parler,
mais la version Office 365 web de Excel et sa navigation, elle est pas terrible. Je vois que Ignacio, il avait fait un coup de tête. Est-ce que toi, est-ce que vous utilisez, petite question là justement générale, est-ce que vous utilisez Excel en version web 365 ou pas? Ouais, moi j'utilise un peu de mon côté et c'est vrai que je te rejoins, Jérémy, là-dessus. C'est que effectivement c'est pas fluide. Enfin, on a du mal à s'y retrouver entre le SharePoint, là où les documents, là où on dépose nos données. Je sais que maintenant ils ont même relié Teams, mais c'est pas effectivement. Oui. Je te rejoins sur c'est le. Ça. Et alors on crée des pas espaces. C'est ça. On crée des espaces sur Teams où on met un fichier, mais en fait il est pas relié au SharePoint, etc. Ouais, enfin, c'est assez galère. Ils ont fait la même chose pour Outlook aussi. Maintenant, quand tu partages un fichier à quelqu'un, automatiquement, il est aussi déposé du coup sur SharePoint, mais c'est compliqué à comprendre. Et c'est souvent buggé, exactement. Faut savoir que Microsoft, c'est un mastodon, quoi. Donc, bouger des trucs dans Microsoft, c'est hyper compliqué et il y a des effets de bord avec toutes les versions qui existent dans tous les sens. Et ils le disent pas, hein, mais ils font des efforts énormes là-dessus pour pouvoir être au niveau d'un autre concurrent qui s'appelle Google. Et pour le coup, la suite Google et la version de gérer les spreadsheets et les multi-users dans Google est beaucoup, beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus facile d'approche que la suite Microsoft Cloud. Ouais, clairement, on peut notamment beaucoup plus facilement écrire ensemble sur la même sheet, donc sur le même onglet. Et peu importe peu importe si on est ensemble sur la même cellule ou pas, on peut vraiment éditer tout ça en live et c'est hyper impressionnant. De justement les premières expériences que moi j'ai eues avec Google, c'était hyper impressionnant parce que je voyais, c'était vraiment une vraie évolution, quoi. Enfin, ensemble, on pouvait travailler ensemble sur le même onglet, sauf que derrière, les fonctionnalités de Google en termes d'ergonomie on retrouve plus le même look and feel que Excel. C'est moins proche de ce qu'on connaît déjà. Et les graphiques et les tableaux croisés dynamiques, c'est surtout ça pour moi le plus gros problème. C'est sur Google, les tableaux croisés dynamiques sont beaucoup moins cool que sur Excel. Et il serait bien inspiré de copier la façon de faire des tablés croisés dynamiques dans Google Sheet et ça ferait vraiment de Google Sheet un outil beaucoup, beaucoup plus puissant. Ouais, tu parles des tableaux croisés, je suis assez d'accord, ils se mettent à jour, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont aussi la fonctionnalité slicer, mais ça peut pas se connecter à plusieurs tableaux. Donc, pour avoir fait le test, évidemment, avant d'avoir fait toutes les vidéos, ils sont en train de vouloir développer cette fonctionnalité-là, mais ils l'ont pas encore fait. Donc, ça veut dire que tu fais un slicer qui va fonctionner que pour un graphe et tu pourras pas interconnecter. Donc, ça permet pas de faire un dashboard comme on peut faire dans Excel. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc ça c'est pour le fait d'éditer et sur le fait d'utiliser des Excel partagés sur Office 365. Ensuite, quand on revient sur le serveur en local ou de l'entreprise, on peut lier des Excel entre eux et même sur le cloud d'ailleurs. Sauf que le problème, c'est que lier des classeurs entre eux, c'est bien. Donc Michel, il pourra avoir sa version du suivi du compte bancaire à la BNP et Jean-Claude sur HSBC. Admettons, mais derrière, on a besoin de lier ces deux Excel entre eux et on va trouver des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que les règles de liaison des différents fichiers, elles sont liées à un historique de liaison. Donc, si tu sauvegardes pas ton lien au même moment que l'autre personne, et ben tu vas avoir des trucs qui vont être rentrés en conflit et donc les liens seront plus bons, tu devras les refaire et tu penses avoir solutionné un problème pour que chacun puisse éditer son fichier de chaque côté, sauf qu'au final, tu t'en crées des nouveaux parce que tu as des liens à maintenir et que généralement, ces maintiens de liens sont beaucoup plus pénibles que d'avoir un seul fichier que tout le monde s'envoie et où on versionne la version 1, la version 2, la version 3. Nous, ce qu'on préférait faire, en tout cas chez Technip, avec Anthony qui est là aussi pour qui s'en rappelle, je pense, c'est qu'on versionnait. On faisait des versions avec la date du jour et chacun faisait sa version et derrière on a une personne qui a la main sur un fichier pendant un moment et une personne qui reprend la main sur un autre fichier après et on dit plutôt que c'est comme si on donnait la casquette de la personne qui tient le fichier à ce moment-là et on sait qui a la balle à un instant T.
c'est Ignacio Calabal en ce moment sur le fichier Excel. Donc, c'est lui qui peut manipuler le fichier et on touche pas. Et derrière, il va repasser la balle à quelqu'un d'autre derrière. Et quand on travaille en local sur son PC, c'est beaucoup mieux d'avoir cette approche de versionning et de qui a la bonne casquette, qui est le owner, qui est le propriétaire du fichier Excel à un instant T, plutôt que de galérer à faire des liens dans tous les sens. Ça, c'est notre manière de voir les choses, en tout cas héritée de nos différentes expériences. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est garder une personne dans votre équipe qui a la main sur le fichier. Et si vous voulez l'éditer, prenez-le et réenvoyez-le derrière. Donc, sur ça, ensuite, on peut passer sur la validation des données. Excel, il accepte absolument tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça, c'est un truc super, mais c'est aussi un énorme problème. C'est que vous allez voir dans Python, on peut pas faire n'importe quoi. Les valeurs, elles ont des typologies. Elles sont soit des strings, soit des integers. On en parlera un peu plus en détail, mais elles ont différentes typologies. Soit c'est un nombre, soit c'est une chaîne de caractères. Et ce côté beaucoup plus normé, beaucoup plus restrictif va finalement nous permettre de beaucoup plus facilement automatiser et sécuriser les process d'automatisation. C'est la contrainte va créer de nouvelles opportunités et de nouvelles manières de gérer la donnée. C'est ça qu'il faut retenir. Cette notion de valider les données, de valider les formats, donc ultra permissif dans Excel, beaucoup moins permissif dans Python, mais beaucoup plus efficace pour automatiser. On va en parler du coup un peu plus tard. Ensuite, la navigation entre les onglets. Bah oui, naviguer entre les onglets quand on en a 40 000, c'est un peu compliqué. Après, il y a une petite technique que Florent, juste avant le webinaire, m'a rappelé, que j'avais pas, qui est si on clique droit sur les onglets, sur un des onglets à l'entrée d'Excel, si vous faites clic droit, vous avez la liste de tous les onglets. Flo, tu peux nous montrer peut-être. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique et on peut quand même naviguer dans les onglets avec ça. Sauf que moi, je me rappelais plus. Juste avant le webinaire, il me l'a rappelé. Donc c'est... Il manque juste le raccourci qui dit reviens au premier onglet. Ça ferait gagner un temps fou. Ouais, c'est ça. Et du coup, nous à l'époque, on faisait dans les sheets Excel, on faisait des raccourcis en cellule A1 pour dire la flèche de retour pour revenir à l'origine, quoi. Ouais. Voilà. Et puis surtout la sécurité des données. Bah ça, tu peux revenir, Florence, sur le Excel, parce que la sécurité des données, c'est un sujet, quoi. On croit qu'Excel, les données, elles sont sécurisées, mais elles le sont pas vraiment. C'est quand on met un mot de passe ou quand on met un truc comme ça, on a l'impression qu'on sécurise sa feuille, mais c'est toujours assez difficile parce que les données, elles sont toujours liées d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'autre et c'est dur de vraiment avoir une auditabilité de sa sécurité quand on gère les sécurités sur Excel. On va mettre un mot de passe pour rentrer dans la feuille, ça c'est le truc le plus basique, mais quand on doit vraiment dire que certaines zones peuvent être touchables, d'autres le sont moins, c'est relativement galère. Et je pense que Florent, tu peux nous parler de ton expérience aussi là-dessus, parce que tu avais fait des fichiers Excel qui étaient faits pour être normés, pour que les utilisateurs ne modifient pas certaines colonnes. Ouais, pour la sécurité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut directement aller sur chaque cellule qu'on veut laisser saisissable. C'est vrai que on n'en a pas fait une vidéo, mais ce serait peut-être intéressant. Ici. Dites-nous si ça vous intéresse en commentaire qu'on en parle un peu plus de ça. Et ici, donc là, j'ai fait format de la cellule. Vous avez verrouillé, masqué. En fait, il faut décocher ici pour dire que je veux pas la verrouiller. Et quand vous mettrez une protection, ça viendra évidemment la laisser saisissable. Et donc c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il faut faire plage par plage. Ou du moins, si quelqu'un a une technique pour le faire plus rapidement, je suis preneur. Mais dans l'idée, c'est de définir les plages que je veux déverrouiller. Et quand je viendrai mettre ma révision, protéger la feuille, tac, je pourrais bien venir saisir que celle-là et pas les autres. Tac, et là, je pourrais faire quelque chose ici. Donc, c'est venir dans chaque cellule, dire, format de ma cellule et je vais te spécifier que uniquement sur celle-ci, tu peux venir les modifier. Donc, si je le refais, clic droit, format, protection, et on déverrouille. Ouais, voilà, ok. Bon, ça, c'est le petit point en plus, et du coup, on va se le noter pour l'ajouter dans les prochaines versions. Ça roule. Et si on a moyen de le sortir, on vous le partagera sur le Slack.
Ok. Donc là, la navigation entre les onglets, j'en ai pas parlé aussi, mais il y a le home. Et c'est pour ça qu'on vous a dit dans les templates, faites une page de home. Faites une page home avec tous vos onglets et vous faites des liens hypertextes entre les pages. Et ça, la page de home, c'est l'endroit où c'est en code, on appelle ça le readme. Lisez-moi d'abord, quoi. C'est regardez tout ce que je peux vous proposer et à l'intérieur, naviguer dans vos différents onglets. Avoir un readme, un home, une page d'initialisation, c'est quand même beaucoup plus pratique pour naviguer plutôt que de tomber sur un Excel et de jamais savoir si l'onglet numéro 3, c'est l'onglet le maître ou si c'est l'onglet numéro 28 et que en fait c'est celui qui est en rouge et pas en noir. Bref, c'est souvent assez galère de comprendre lequel est le bon onglet. Faites un onglet au tout début home comme on met dans les templates et ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide sur la navigation. C'est vrai que Jean-Christophe parlait de revenir je viens d'y penser, revenir à l'onglet principal. On peut le faire avec un lien hypertexte. Ouais. Il faut créer un. C'est ça, c'est ce que je disais en A1. Tu peux créer voilà. Ouais, je sais plus. On peut le faire aussi à partir d'un objet directement. Il faut que je retrouve comment on le fait. Bah, tu fais lien. Même en faisant le lien, ça marche là. Voilà. Tu peux faire un lien comme ça. Donc... Et un emplacement dans ce document. La deuxième met sur le lié à un emplacement dans ce document. Voilà, tu fais ça, exactement. Et donc là, tu fais le lien, et donc à chaque fois que tu vas cliquer sur ce petit icône, maintenant qu'on a créé, si je le mets ici par exemple, pour voir si ça fonctionne, ça te ramène ici, Jean-Christophe. Axel, elle est surprise. Ouais, donc voilà, ça permet de faire de la navigation. On peut aussi l'ajouter, donc vous faites un petit icône finalement back to menu ou back to dashboard et puis hop, comme ça à chaque fois que vous cliquez dessus, ça va vous ramener, vous pouvez le copier-coller partout et ça vous permettra de naviguer peut-être plus simplement. Ouais. On va se le noter aussi, je pense. Exact. Ok, est-ce que du coup je te laisse continuer ? Ouais. Pour conclure, en gros, si vous avez déjà... Si vous comprenez en gros tous ces sujets, vous les avez déjà vécus ou pas, toutes ces limites, il faut bien les avoir en tête. Donc les problèmes de navigation, les problèmes d'organisation, les problèmes de volume de données, les problèmes de gestion des dates, les problèmes de travailler ensemble sur différents fichiers, tout ça c'est soit des limites techniques, soit des limites fonctionnelles. On a essayé de les catégoriser comme ça. La réponse pro entre guillemets à ça, c'est de dire en fait Excel c'est un super outil, mais c'est un bon outil pour modéliser des résultats et un peu explorer la donnée, mais il faut des données structurées en amont. En fait, Excel n'est pas une base de données, mais Excel te permet quand même d'explorer des données et de créer des choses hyper sympas si tu sais comment l'utiliser dans son efficacité propre, quoi. Donc on va utiliser Excel pour modéliser. Quand on va faire des modélisations financières, on va vouloir avoir des colonnes janvier, février, mars, etc. Mais c'est de la modélisation. On va vouloir itérer, créer des variables, modifier des champs. On ne dit pas que le format de base de données, c'est le seul format. C'est que le format de base de données, c'est le seul qui va permettre de créer de l'automatisation et du répétable. Le format modélisation que tout le monde connaît avec les colonnes et les lignes, où on peut sauter des lignes et on peut avoir un tableau joli, qui nous permet quand même de rentrer des chiffres et de faire des hypothèses, etc. Ça, même dans les outils de forecasting aujourd'hui comme Anaplan ou autre, vous allez pouvoir avoir cette vision spreadsheet où vous allez pouvoir les manipuler. Mais par contre, quand on veut rendre quelque chose de répétable et d'automatisable, eh ben, un format base de données, c'est le meilleur moyen de maximiser l'usage d'Excel. Donc, c'est vraiment dédié à ceux qui souhaitent faire de la gestion, quand on fait du financial planning, des budgets, etc., c'est hyper pratique d'utiliser Excel, pas comme une base de données, mais comme je viens de le dire, donc avec des colonnes, etc. Mais très rapidement, il faut savoir manipuler ces colonnes en base de données. Et là, avec Python, en gros, on peut le faire aussi assez simplement. C'est-à-dire que Python va nous permettre si on a bien structuré notre fichier, de pouvoir cleaner les lignes vides qui nous permettent de nous, visuellement, mieux voir ce qu'on manipule, les cleaner et venir manipuler les janvier, février, mars en les mettant à plat, donc en les faisant pivoter pour créer un format de base de données. Et une fois qu'on a fait ça, on peut manipuler. Donc, il y a des étapes de cleaning et de parsing, qu'on appelle ça, on va le détailler, qui vont nous permettre que si on utilise encore Excel dans ce format modélisation financière ou autre, on va
pouvoir quand même en tirer profit grâce à l'usage de Python pour nettoyer, extraire et le rendre répétable. C'est un sujet qu'on abordera dans le cours du mois prochain. Comment manipuler, nettoyer et faire de la manipulation de données de manière beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si j'étais clair là-dessus. N'hésitez pas si j'étais pas clair. Mais sur cette donnée sur cette notion de base de données versus modélisation sur Excel, sur une feuille de calcul, est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Ok. Cool. Eh ben, du coup, on peut. Je sais pas ce que j'avais mis comme bêtise sur la slide d'après, Florent, mais c'était pas une bêtise en fait. La réponse à ça, c'est qu'en fait, il faut structurer vos données en Python parce que c'est beaucoup plus facile. Avant, les gens ils le faisaient en VBA. VBA c'est bien, mais c'est toujours pareil, c'est dépendant des ressources. Python, on va pouvoir être un peu plus flexible et surtout traiter beaucoup plus de données en beaucoup moins de temps. Florent vous expliquera tout ça et il a préparé un super cours sur Python pour vraiment vous mettre le pied à l'étrier de manière efficace, toujours en partant des cas d'usage, le cas Covid, le cas données de marché. Ces données-là, on va les exploiter, on va vous montrer comment les manipuler. Et on espère que vous allez pouvoir du coup de manière assez autonome faire des automatisations de structuration de données en amont de Excel, où derrière on sort un super tableau de bord. Et donc voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que le mois prochain, c'est vraiment le baptême du feu. Après, là, on espère que ça va aller pour vous, que vous êtes toujours motivés. J'espère que vous êtes toujours bien chaud, bien motivé à ajouter cette nouvelle corde à cette nouvelle flèche à votre arc plutôt, parce qu'on va un petit peu tirer sur la corde en fait. On va un petit peu voir ce que vous avez dans le ventre et on espère que ça va aller. Je suis sûr que la motivation va aider et que tout ça, ce sera après hyper facile pour vous de l'expliquer, de le comprendre et de le réutiliser. Pour terminer, oui, c'était ça, c'était la bêtise que j'avais mis derrière. La dernière chose qu'on veut remettre, le truc, c'est que la petite blague, c'est que la dernière chose sur laquelle on voudrait que vous excelliez, c'est de faire des blagues et d'expliquer aux gens que Excel c'est bien, mais qu'il y a d'autres choses qui existent et qu'on peut aller beaucoup plus loin quand on a compris que Excel c'était pas tout, qu'il y avait un autre monde qui pouvait s'ouvrir à vous. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Flo, est-ce que sur les dernières slides qu'on avait mis, est-ce que tu peux nous montrer? Ouais. Alors on a commencé à amorcer les travaux sur le fait de mettre les durées. Je crois que Valentin a bien répertorié maintenant toutes les durées, donc on va pouvoir les insérer. On va les mettre systématiquement dans les cours Python, les durées des cours pour que vous puissiez vous projeter dans le temps exact que vous êtes dédié à ça. Ouais, ça a été même, ça a été fait par Valentin. Ouais, ok. Exact. Bon, c'est bien. Et derrière, on en avait parlé la dernière fois. Est-ce que vous avez essayé un petit peu de faire des waterfall ou le candlestick, les petits graphiques de plus? Est-ce que vous avez pu regarder comment faire? Le graphique en cascade, le graphique financier. Est-ce que vous avez pu en tester quelques-uns ou pas encore? Ok. On a un exemple budget actual forecast pour Priya. Ok, ça roule. Mais sur le côté waterfall, pas waterfall. Non, je ne pourrais pas encore tester de mon côté. Okay. Je voulais peut-être aussi ajouter, on n'en a pas parlé, mais tout ce qu'on se dit et tous les retours qu'on prend de vous, on les note évidemment bien correctement et on a une roadmap qui nous permet de suivre l'avancée des produits, ce qu'on va vous mettre à disposition dans votre workspace. Donc je vous le montre juste, c'est un tableau assez simple pour ceux qui connaissent la méthodologie agile. Ça nous permet de reprendre votre besoin et vous allez pouvoir suivre à partir de
du moment où on va faire évoluer les cartes. Donc ça va être une nouvelle section qui sera ajoutée dans votre dashboard, dans votre data mining, dans votre workspace la semaine prochaine. Donc ça vous permettra de suivre l'avancement de notre roadmap vis-à-vis de toutes les demandes que vous pouvez avoir lors de des webinars ou des retours sur Slack. Ouais, c'est un peu notre to-do list, quoi. Backlog, c'est ce qu'on a à faire. Doing, c'est ce qu'on est en train de faire. À valider, c'est ce qu'on a validé. Et to prod, c'est ce qu'on a lancé en production. Donc c'est ça qui va nous permettre de prendre tous les retours, de les suivre et de les prioriser, parce que on en parlera peut-être à l'occasion de nos coaching calls, etc. Mais nous, ce qui nous permet d'être organisés aujourd'hui, c'est ça, c'est ce genre de tableau et de méthode de travail où on découpe toutes nos tâches en petites cartes, et toutes ces cartes, on les priorise, et comme ça, on les fait avancer et on sait où on en est. Et c'est comme ça que toute l'équipe fonctionne chez Cachestory. Et il y a des outils comme Trello, etc., qui sont assez sympas pour le faire. Donc voilà. À l'occasion, on fera un petit laïus sur la gestion de projet chez nous, et pour vous expliquer un peu plus en détail comment on fait et comment vous pourriez aussi l'expliquer. Je pense que ce serait aussi intéressant de faire un petit point là-dessus. Je pense que je ferai une vidéo en fait YouTube que je mettrai et que je vous laisserai, que je laisserai à disposition sur la chaîne pour un peu expliquer les bonnes pratiques chez nous de la gestion de projet. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Yes. J'avais une question. C'est pas clair pour moi. Où est-ce qu'on devrait être si on était les bons élèves? Qu'est-ce qu'on aurait dû déjà faire à aujourd'hui? Ok. Je suis d'accord. Ouais. La bonne chose, c'est de se dire que chaque mois est dédié à chaque niveau. Donc là, en gros, sur le mois d'octobre, l'idée c'était de finir les cours sur Excel. Il n'y a pas de vélocité. En fait, on sait que tous les professionnels avec vous tous, en fait, vous avez tous vos agendas et votre vie. Donc, il n'y a pas de. L'idée, c'est d'essayer de remplir le cours en un mois, en fait. Et c'est ça le challenge. Nous, c'est là-dessus qu'en fait, si vous voulez. Vas-y, Anthony. Excuse-moi, sur ce premier bloc, il y a trois différents blocs, c'est ça? Structurer votre Excel pour parler aux machines, ouais. Excel en mode efficace, et on aime tous Excel, mais c'est ça fait. Ce premier bloc, il a trois segments. Exact. Ce premier niveau, il a trois modules, en fait. Trois modules. Ouais. C'est ça. Et l'idée, c'est d'avoir terminé à la fin du mois. Vous avez. Il en a 4, ouais. Parce qu'il y a pour approfondir aussi. Ouais. Et vous avez les sessions après de coaching call du coup la semaine prochaine. Donc on vous invite, pour ceux qui l'ont pas fait, à venir réserver votre créneau. Et on aura un Q&A aussi la semaine prochaine, donc qui sera plutôt sur une plage où on laisse ouvert le Meet, où vous pouvez venir partager, poser des questions si vous n'avez pas eu le temps d'aborder les sujets pendant les Q&A, pour vraiment qu'on clôture ce chapitre Excel à la fin du mois et qu'on puisse démarrer la semaine suivante sur notre nouveau chapitre de passer d'Excel à Python. Exactement. Et si vous n'avez pas le temps de venir sur les 2 heures, vous pouvez juste rentrer dans le call 15 minutes, poser votre question et repartir, quoi. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on laisse ouvert le truc. Nous, on va être dedans avec toute l'équipe Cachestory et on peut vous répondre. Et s'il y a besoin de faire des trucs un peu spécifiques, on peut prendre un call spécifique. Mais l'idée, c'est que la session de Q&A soit là pour que tout le monde soit au courant des différentes problématiques de chacun, les trucs où vous avez été bloqué ou pas, et que derrière les coaching calls, ce soit beaucoup plus réservé à vos problématiques particulières. Donc la gestion financière pour certains, Axel, elle est plutôt sur la gestion marketing des data. C'est là où on va pouvoir parler des différents sujets de chacun et voir comment vous pouvez tirer le maximum de ce que vous avez appris là pendant le premier mois, et comment on va pouvoir aussi continuer à mieux vous accompagner sur les deux derniers mois. C'est clair pour tout le monde du coup? C'est clair pour vous? Oui. Ouais. Cool. Oui, super clair. Ok. Trop bien. N'hésitez pas, du coup, réservez vos coaching calls. Ça, c'est important. Et derrière, bon courage pour la fin du module. Nous, on est en train de cravacher là pour pouvoir réussir à vous sortir tout le module Python sur le mois de novembre. C'est assez costaud, mais c'est hyper intéressant, et on se le disait avec Florent et avec Mathilde. En fait, si on avait eu tout ça pour commencer dans Python, on aurait été beaucoup plus rapide à l'apprentissage, parce qu'on a vraiment pas mal itéré pour pouvoir trouver les bonnes choses. Donc on est content de faire ce truc là pour vous, et on espère que ça va vous plaire.
Merci. On a hâte. Cool. Bah, merci beaucoup. Et puis à très vite. Du coup, les prochains rendez-vous, c'est Coaching Call Q&A. Et ensuite, début novembre, on fera le premier webinaire introductif à N'ayez pas peur du code. Et donc là, dans N'ayez pas peur du code, ce sera avec Martin. Et avec Martin, on va vous présenter ce qu'il y a derrière la matrice, en fait. Ce que tout le monde a peur, finalement, vous ne devriez pas en avoir si peur. Et surtout, vous devriez vous rendre compte que c'est pas inaccessible et qu'aujourd'hui, il y a que 0,5% de la population, comme je le disais dans le post LinkedIn, qui sait coder. Vous savez peut-être pas coder, mais en fait, vous avez le droit de comprendre ce que c'est le code et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que on va voir avec Python que avec certaines notions hyper efficaces, vous allez pouvoir comprendre quand même ce que ça veut dire et surtout comprendre la puissance de l'utilisation d'un langage, quoi. Parce que là, on n'est plus sur des outils, on est sur un langage, la langue Python, et c'est ça qui va nous permettre de jouer avec nos données et de parler aux machines. Voilà pour le mot de la fin. Je pense que tout est dit. Je vous souhaite une très bonne après-midi et puis à la prochaine. Merci.